Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une petite idée de vidéo pour vous parler de plusieurs livres que j'ai lus tout au long de ces dernières années et je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des livres dont la première lettre correspond à une lettre de mon prénom. Donc pour ma part, je m'appelle Roselyne, ce qui est un assez long prénom. Donc j'ai plusieurs bouquins à vous présenter aujourd'hui. Et donc comme vous l'avez compris, chaque lettre correspondra à un livre. Et donc la lettre R va y avoir tel titre, la lettre O, il y aura tel titre. Bref, vous avez capté. Ainsi, au total, je vais vous présenter 7 livres. Ça va me permettre de vous parler des lectures que j'ai pu avoir tout au long de ces dernières années et qui m'ont beaucoup plu. En revanche, ça va pas être des avis détaillés, ça va surtout résumer un petit peu l'histoire et donner légèrement mon avis, parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Et puis pour certains livres, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous renverrai directement sur la vidéo avec le lien en haut. Je sais plus de quel côté, vous avez capté. Ainsi, j'ai tous ces livres à vous montrer aujourd'hui et on ne perd pas plus de temps et on commence avec la lettre R. C'est parti. Pour la première lettre, on a donc la lettre R avec Red Rising, un livre écrit par Pierce Brown et c'est donc une série plus ou moins longue. À ma connaissance, il me semblait à l'origine que c'était une trilogie. Voilà, c'est une trilogie. Mais en fait, j'ai appris plusieurs années plus tard que d'autres livres étaient sortis. C'est pas forcément obligatoire de les avoir lus pour comprendre la série, mais c'est toujours sympa. Donc pour le premier livre, il s'agit de Red Rising, un livre sorti aux éditions Hachette Roman au prix de... Ah, je vous indique ici le prix à combien il était, parce que je pense que là, le prix, c'était un livre découverte, parce qu'il était à 7,95 €. Voilà, je suis choquée. Bref, Red Rising, ça fait partie de un peu de mes livres phares, un peu de mes livres préférés. C'était mon livre préféré quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde. C'est le livre que j'ai présenté à ma classe, tout simplement. Et j'ai adoré l'univers, alors que, étonnamment, ça sort pas mal de ce que je suis en train de lire aujourd'hui. C'est normal, on dit souvent que quand on grandit, on change de type de lecture. Mais ce livre-ci sort complètement de toutes les lectures que j'ai lues depuis le début de ma vie. Red Rising, ça se passe 700 ans après notre ère. L'homme a réussi à conquérir les différentes planètes du système solaire et donc sur chaque planète se retrouvent des populations qui vont être réparties en castes. Je montre donc la pyramide des castes et donc nous avons tout en haut les ors et nous avons tout en bas les rouges. Donc, vous avez compris, toutes les castes sont réparties par couleur et chaque caste correspond à un métier. Par exemple, les ors, ce sont ceux qui dirigent la société et les rouges sont des ouvriers non spécialisés. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre Darrow, qui est donc un rouge et qui vit sur la planète Mars. Lui, c'est un extracteur. Son objectif, c'est de récupérer de l'O3, qui est une sorte d'oxygène plus puissant que l'oxygène, on va dire, qui va être utile pour coloniser de nouvelles planètes et les rendre habitables. Et en fait, Darrow, il est marié à une femme, et cette femme, elle est assez révolutionnaire, puisqu'elle se bat contre le système. En tout cas, elle essaye de s'opposer à ce système, ce qui va lui coûter la mort. Et puisqu'ils ont détruit la seule raison d'être de Darrow, ce dernier a pour seul objectif désormais de vouloir se venger. Ainsi, il va rejoindre une organisation secrète qui vont lui faire des transformations physiques pour ressembler aux Ors. Parce qu'en effet, il y a certains aspects physiques qui vont te faire apparaître comme appartenant à telle ou telle caste, comme par exemple des ailes ou des bras bioniques, je ne sais quoi. Donc ce dernier va subir de très nombreuses opérations, va suivre un programme intense pour pouvoir intégrer les Ors et se faire passer pour l'un d'entre eux pour pouvoir détruire le système de l'intérieur. Alors je vous avoue que je ne me rappelle absolument plus de l'histoire. Je sais qu'il va rejoindre une sorte de bataille entre les Ors parce que les dirigeants envoient leurs enfants d'une sorte d'arène où ils vont devoir montrer leur capacité à organiser des batailles, à organiser des attaques, à organiser une défense et montrer également leur capacité de leader. Et ils vont appartenir à différentes maisons. Donc je sais qu'il y a une sorte de bataille, il me semble, dans ce tome 1 dont il va faire partie. Et c'est là où il va se faire ses plus proches amis pour la suite de la trilogie. En tout cas, une histoire que j'avais extrêmement aimée, qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Je l'ai vu pas mal tourner sur BookTok également, mais en tout cas, une très 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 bonne lecture de mon côté. Pour la deuxième lettre, on passe donc à la lettre O avec Orphelin 88. Donc, ce livre aussi est sorti aux éditions Collectionnaire. Il a été écrit par Sarah Cohen-Scalie. Donc pareil, celui-ci, je l'ai eu à un prix découverte, donc je vous indiquerai ici le prix actuel. Mais donc le prix découverte était de 9,90 €. J'ai vraiment de la chance. Ce livre aussi va retracer l'histoire des enfants de l'après-guerre, ces enfants qui sont nés durant la guerre, ces enfants qui sont nés avant la guerre, qui en ont subi les conséquences. Dans celui-ci, on suit un jeune enfant qui, au début du récit, ne se rappelle plus de son passé, il ne se rappelle absolument plus de rien. Il est recueilli par l'UNRWA, on est juste après la guerre, et il va essayer de réapprendre à se reconstruire, essayer de retrouver les informations de son passé qui lui reviennent petit à petit. Et il apprend des choses sur lui, ce qu'il pense être sûr, ce qu'il n'est pas sûr,
Ce qu'il sait en tout cas, c'est que c'est un jeune garçon, qu'il est blond, aux yeux bleus, mais que sur son bras, il y a un numéro qui est indiqué, comme les autres enfants juifs qui font partie de la maison qui les a recueillis. Sauf qu'au début du livre, ce petit garçon pense qu'il est allemand. Sauf qu'il y a des preuves qui lui montrent qu'effectivement, il ne l'est peut-être pas. Et en fait, il y a tout qui va se remettre en question, tout qui va venir se bousculer. Et on va essayer de découvrir petit à petit son passé. On va en apprendre plus sur le projet Lebensborn qui avait été mis en place par les Allemands pour créer une nouvelle race et donc avoir des enfants qui correspondaient à leur idéal, donc des enfants blonds aux yeux bleus. Et on va donc apprendre que certains enfants qui appartenaient donc au Lebensborn étaient en réalité des enfants qui avaient été kidnappés dans des familles polonaises, ukrainiennes, des enfants qui ne sont parfois pas allemands et qui sont parfois juifs. Donc c'est un livre que j'avais lu et que j'avais beaucoup aimé pour sa sphère informative sur l'histoire de l'après-guerre, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants, qu'est-ce qui s'est passé. Cette autrice, donc Sarah Cohen-Scully, avait écrit un livre qui est très connu et qui est également au programme scolaire qui s'appelle Max, où on suivait du coup un enfant depuis sa conception, où vraiment on est dans le ventre de sa mère, on est dans sa tête, jusqu'à ses 10 ans. Et cet enfant fait également partie du projet Lebensborn, qui est donc Fontaine de Jouvence, où on essaye de créer la nouvelle population allemande d'enfants blonds aux yeux bleus. Et c'est un petit peu dans la même continuité, sauf que l'enfant que là on va suivre, c'est un enfant qui n'a pas été conçu pour appartenir à Lebensborn, mais qui a été kidnappé pour intégrer ces rangs-là. Et donc on se retrouve durant l'après-guerre. Qu'est-ce que sont devenus ces enfants? À qui vont-ils être remis? Puisque pour nombre d'entre eux, leurs parents ont été tués ou alors sont introuvables. Et donc ces enfants se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes. Sincèrement, un livre que je vous recommande vivement. J'adore comment l'autrice arrive à parler avec ce regard d'enfant. Parce que dans les deux cas, on suit un enfant qui est souvent jeune, qui a moins de 10 ans, comment cet enfant appréhende le monde, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il pense que les adultes disent de lui. Enfin, elle a une manière de raconter les choses d'un point de vue enfantin qui nous permet quand même d'avoir toutes ces informations relatives au passé, toutes ces informations relatives à ce qui s'est passé à la fin de la guerre. Franchement, ce livre, je vous le recommande 1000 fois. Pour la lettre S, on a donc Sois beau et tais-toi de Syed M. Massoud. Donc pareil, le résumé, je m'en rappelais pas vraiment, donc j'ai dû relire un petit peu l'intérieur du livre pour comprendre de quoi ça parlait. Je l'ai lu il y a belle lurette. Mais dans ce livre aussi, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Daniel, et c'est un jeune garçon qui est décrit comme étant un peu bébête, mais très beau, et qui est passionné de cuisine. Sauf que pour son père, qui est pakistanais et musulman, c'est pas possible qu'il ait une voie professionnelle dans la cuisine. Pour lui, c'est pas convenable. Il explique que c'est trop occidental. Et donc, son père essaye de lui trouver une femme pour essayer de le caser et de lui rendre un peu plus d'honneur, on va dire. Et donc, on va faire la rencontre d'une autre jeune femme qui s'appelle Bisma, qui, elle, est une femme très intelligente, qui a 19 ans, qui fait ses études à Berkeley en microbiologie. Et en fait, ce qu'il lui comprend pas dans ce mariage arrangé, c'est pourquoi elle se retrouve avec lui alors que elle a quand même pas mal de choses pour plaire. C'est une très belle femme, elle est très intelligente, elle s'entend très bien avec tout le monde. Et lui, il comprend pas trop parce que techniquement, il n'a pas la même valeur sur le marché, même s'il est très beau. Malgré tout, il n'a pas la même valeur qu'elle. C'est ce qu'il lui explique. Et en fait, on apprend très très tôt que cette jeune femme, elle est plus vierge et que du coup, aux yeux de ses parents, elle est déshonorée et que du coup, ils doivent très vite lui trouver un parti. Alors, sincèrement, je me rappelle plus trop l'histoire. Je sais que j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Et là, rien qu'en relisant, en refeuilletant le livre, ça m'a de nouveau donné envie de relire l'histoire. Surtout qu'il y a un passage sur sa passion pour la cuisine. Je me rappelle que la manière dont il décrivait la nourriture est vraiment écrite d'une manière très passionnée. On sent que c'est un amoureux de la cuisine. On voit que c'est une personne qui veut vraiment s'orienter vers ce domaine-là. Et il est touché par tout ce qui est en rapport du coup avec la nourriture. Il y avait un passage que j'ai lu très rapidement où il parle d'une population qui avait été privée de nourriture. Et c'est quelque chose qui l'avait beaucoup affecté. Et il me semble qu'il va mener une sorte de sujet d'étude autour de ça. Enfin bref, je me rappelle vraiment plus l'histoire. Il y a trop de livres que j'ai lus dont je me rappelle plus. Mais en fait, c'est un super pouvoir. Ça
Faudrait que je relise tous ces bouquins. J'en ai trop, du coup, maintenant, je fais comment? Mais franchement, j'avais bien aimé, mais je pense sincèrement que si je le relis maintenant, je vais encore plus aimer qu'avant. Parce que je me rappelle que j'avais bien aimé le livre, mais sans plus. En revanche, vraiment, rien qu'en relisant certains passages, je pense que maintenant, j'ai un peu plus le recul nécessaire pour me permettre de comprendre d'autres enjeux que je ne voyais pas forcément avant, et qui là pourraient du coup vraiment m'intriguer, vraiment m'intéresser. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, mais c'est donc un livre sorti aux éditions Pocket Jeunesse au prix de 16,90 €. Pour la lettre E, nous avons donc Ennemi et plus si affinité de Mia Sosa, sorti aux éditions HarperCollins au prix de 7,90 €. Ça, j'avais trop kiffé. C'est une romance. Vraiment, le speech est tellement drôle. C'est une wedding planner qui explique que le comble pour une wedding planner, c'est de se faire quitter par son fiancé. Et c'est donc ce qui lui arrive. On suit donc une jeune fille qui s'appelle Carolina, qui est wedding planeuse, et elle se fait larguer par son fiancé, je crois, le jour même du mariage. Donc vraiment une honte totale pour elle. La wedding planeuse qui a l'habitude de tout organiser, qui voit l'amour sous ses yeux en permanence, là, elle a le cœur brisé le jour de son mariage. Et il se passe quelques années, 1 an, 2 ans, ou je crois 3 ans, entre 1 et 3 ans, je ne me rappelle plus trop, et une occasion en or se présente à elle, l'occasion de travailler dans un hôtel extrêmement réputé qui cherche une wedding planeuse pour organiser du coup des événements, des mariages dans leur salle spécialisée. Sauf que du coup, elle n'est pas la seule candidate, il y en a un autre. Sauf que pour pouvoir déterminer si elle ou l'autre candidat va être pris, ils vont devoir faire un concours en binôme avec 2 frères qui sont spécialisés dans le marketing. Et je vous le donne en 1000, ces 2 frères, parmi eux, il y a son ex-fiancé. Sauf que ça aurait été trop beau qu'elle se retrouve en binôme avec son ex-fiancé. Elle se retrouve donc avec le petit frère de son ex-fiancé. Donc voilà, elle se retrouve en binôme avec le petit frère de son ex-fiancé qu'elle déteste parce que c'est lui qui a dû annoncer à la mariée que son frère ne viendrait pas se marier. Voilà, donc elle le déteste en partie pour ça, même si c'est pas sa faute. Mais bon, elle se retrouve quand même avec lui par manque de choix et elle n'a pas trop le choix parce que c'est un peu le job de ses rêves. Et si elle veut vraiment l'avoir, eh ben elle va devoir charbonner. D'autant plus que si elle a moyen de ridiculiser son ex-fiancé, qui lui du coup se retrouve en binôme avec l'autre candidat, eh ben elle, ça lui fait plaisir. Mais bon, vous vous en doutez bien, c'est une romance, c'est une rom-com. Donc une petite romance va s'installer entre elle et son binôme. Voilà, une petite romance pas piquée des hannetons que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais trop aimé l'écriture, j'avais trop aimé l'ambiance. Vraiment, c'est vraiment ambiance rom-com comme on les aime. Ah là là, j'adore. Prochain livre, on attaque donc la lettre L. On parle donc de Light Lark d'Alex Astor, sorti aux éditions Lumen au prix de 17 €. Actuellement, c'est une trilogie. Donc il y a 3 tomes et le 3e tome va bientôt sortir d'ailleurs. Je l'ai lu en anglais, je vous le dis, allez lire. Et donc celui-ci, c'est le 1er tome de la série. Et actuellement, il me semble que l'autrice a annoncé, pour le moment pas un 4e tome, mais une sorte de tome avec le point de vue des 2 personnages principaux de l'histoire. Donc là, je clique dans ce livre-ci, il y a 3 personnages principaux, donc Isla, Oro et Grimm. Et je crois que le 4e livre qui est à sortir, c'est avec le point de vue de Oro et de Grimm. Est-ce que ça reprend le passé? Est-ce que ça touche au futur? Je ne sais pas. Mais on a les 2 points de vue. Je crois d'un côté du livre, on a Oro et de l'autre côté, on a Grimm. Genre, je trouve ça trop génial. Bref, je vous explique un peu le speech de l'histoire. Il y a près de 500 ans, une malédiction a été lancée sur l'île de Light Lark et sur sa population. Cette population réunissait des personnes de différents pouvoirs. Donc, on avait les lunaires, les solaires, les sauvages, les sombres et 2 autres populations. Et cette malédiction a fait que l'île est devenue complètement inhabitable. Donc les populations ne pouvaient plus retourner sur l'île et se sont donc retrouvées dispatchées dans différents points du continent. Et chaque population avait donc sa propre malédiction. Donc par exemple pour les sauvages qui sont connus pour être en lien avec la nature, également des personnes très belles, eh bien ils ont eu comme malédiction de pouvoir se nourrir uniquement de cœurs humains, puisque c'est un petit peu la réputation de mangeurs de cœurs. Pareil pour les solaires, ils ont eu comme malédiction de ne plus pouvoir sortir le jour, alors que le soleil était un petit peu leur source d'énergie. En bref, toutes les populations se retrouvent avec une malédiction qui les empêche de vivre. Mais il y a toujours une possibilité de pouvoir renverser le processus, puisqu'avec la malédiction est venue une sorte de phrase rédemptrice, quelque chose pour vous aider à pouvoir retourner sur l'île. Tous les 100 ans, les différents rois et reines des différents peuples peuvent se réunir sur Light Lark, qui devient accessible pendant une courte durée, pour se mettre d'accord
sur lequel des rois et reines doivent mourir. Il doit y en avoir un qui meurt pour pouvoir annuler la malédiction. Sauf que ce n'est pas n'importe lequel. On ne sait pas lequel doit être choisi. Et donc, il passe des épreuves pour savoir lequel est le plus méritant, on va dire, de vivre. Et la question, c'est pas seulement de tuer le souverain ou la souveraine. Le problème, c'est que si on tue le souverain ou la souveraine, eh bien, sa population meurt avec elle. Et en bref, dans celui-ci, on va suivre Isla Callis, qui est donc la reine des sauvages, qui est une très jeune reine, puisqu'elle a à peine 18 ans, et que comparée aux autres souverains qui ont tous à peu près 400-500 ans, eh bien, elle est très jeune et inexpérimentée. D'autant plus qu'elle a un très lourd secret, c'est que comparée aux autres rois et reines, eh bien, elle n'a aucun pouvoir. Les autres ont donc des pouvoirs en lien avec leur population, donc le soleil, le pouvoir du soleil, les ombres, le pouvoir des ombres, vous avez compris. Et elle, à l'origine, elle est censée être en lien avec la nature, sauf qu'elle n'a zéro pouvoir. Donc, quand elle va arriver sur Lightlark, elle va devoir prouver à tout le monde qu'elle mérite de vivre, qu'elle ne doit pas être tuée. Et donc, elle va devoir puiser dans son expérience, elle doit faire preuve d'imagination pour pouvoir montrer aux autres souverains eh bien, qu'elle en vaut tout autant la peine. Et pour tous les amoureux de l'amour, eh bien, sachez qu'il y a un triangle amoureux. Pour votre plus grand désespoir, oui, un triangle amoureux. Un enemies to lovers, to... Bref, je vous laisse découvrir l'histoire. En tout cas, Vampire, c'est une série que j'aime beaucoup. L'idée en elle-même était vraiment super et j'ai vraiment beaucoup accroché. En revanche, je pense que ça aurait pu être quand même mieux traité. Parce que l'univers manque parfois un peu de surface, un peu de matière, et on se concentre peut-être un peu trop sur la relation amoureuse, en tout cas sur le triangle amoureux, surtout dans les tomes suivants. Et ça peut être un peu dommage, même si j'adore la romance, et c'est ce qui me pousse un petit peu à continuer. Mais justement, ça manque de consistance, l'univers est creux, et c'est un petit peu dommage. Mais je suis quand même intriguée parce qu'il y a des rebondissements quand même sur l'univers, et j'ai envie de savoir comment ça pourrait évoluer. Voilà quand même malgré tout une très bonne série. Pourquoi pas la tester. Écoutez, le tome 3 là va sortir dans les prochains jours, donc allez-y. Pour la lettre I, on va avoir Inhuman de Kate Falls, sorti aux éditions Milan au prix de 16,90 €. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est un livre qui n'est aujourd'hui plus accessible, dans le sens où je crois que la maison d'édition ne le commercialise plus, et que moi je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et en plus de ça, bon, je suis désolée de détruire vos rêves, j'ai détruit le mien par la même occasion. Quand je l'ai lu à l'époque, je ne savais pas, mais c'était donc une duologie. Et en fait, le deuxième tome n'a jamais été publié en français parce que il n'y avait pas eu assez de succès sur ce premier tome. Ce qui explique pourquoi le livre n'a pas été réédité entre-temps et pourquoi il n'a donc pas de suite. Donc je ne sais toujours pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas la fin de cette histoire. Après, si vous voulez lire en anglais, vous pouvez. Moi, à l'époque, je ne savais pas encore lire en anglais, mais je me tâte à l'acheter en anglais pour pouvoir le lire. Mais il faudrait d'abord que je relise celui-ci, parce que je ne me rappelle plus trop. Comme tous les livres de la bibliothèque, en fait. Donc, dans cet univers-ci, c'est un univers qui se passe aux États-Unis. Il y a un énorme mur qui s'appelle Titan, qui sépare la moitié des États-Unis. On ne peut pas dépasser ce mur, parce que de l'autre côté, c'est la vie sauvage, c'est-à-dire que il y a une sorte de guerre où il y a eu des mutations génétiques qui se sont créées, et la seule barrière entre l'humanité et cette vie sauvage, c'est donc cet énorme mur qui s'appelle Titan. Et le truc, c'est que notre personnage principal vit du coup du côté de l'humanité, et en fait, elle apprend que son père est de l'autre côté du mur. Elle se demande, mais comment c'est possible? Mon père, il est normalement prof, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Je ne comprends pas. Et donc, elle se fait convier par la présidente qui va lui expliquer que son père est une sorte, a une sorte de double vie, où d'un côté, il est effectivement, je crois, professeur, mais en fait, de l'autre, en réalité, il est un peu chercheur d'œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il va aller de l'autre côté du mur pour pouvoir récupérer des œuvres d'art qui ont donc été abandonnées de l'autre côté, donc des tableaux, des sculptures, dans des musées, dans des maisons de particuliers, pour pouvoir après les revendre de l'autre côté. Et en fait, la présidente lui explique qu'elle avait envoyé son père en mission et qu'il est parti du coup de l'autre côté chercher un tableau qui appartenait à la présidente dans son ancienne demeure, sauf qu'il n'est toujours pas rentré. Et donc, elle lui laisse la possibilité d'aller chercher son père, vu que c'est elle qui le connaît le mieux, et qui sait donc qu'il aura peut-être plus de chances de le retrouver. Et donc, notre personnage se retrouve, malgré elle, de l'autre côté du mur, alors qu'elle n'a jamais quitté l'enceinte, elle ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, et elle va partir en fait à la recherche de son père. Elle va donc également faire la rencontre d'un jeune homme
qui vit en fait de l'autre côté, qui fait partie de cette communauté qui est les sauvages. Et ils vont vivre en communauté ensemble et ils vont essayer de combattre un peu ces mutations génétiques. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais surkiffé le livre et j'avais trop kiffé la romance du coup entre le personnage principal et le garçon qui vit de l'autre côté. J'avais trop aimé et vu ce qui se passait à la fin, j'avais trop hâte de lire le tome 2 jusqu'à que j'apprenne du coup qu'il était pas publié en français. Bref. Et en fait, le truc, c'est que je l'avais emprunté à la bibliothèque il y a plusieurs années. C'est là où je l'avais découvert. Et je m'étais dit, vas-y, il faut vraiment que je le relise. Et j'avais plus trop été hypée par l'histoire. Je vais recommencer pour voir. Qui sait, ça se trouve, cette fois, ça va repasser. C'était peut-être qu'au moment où je l'ai lu, c'était pas le moment. Mais l'histoire, la première fois que je l'ai lu, j'avais adoré. Voilà. Mais en vrai, je suis trop intriguée par la fin et j'avais trop envie de connaître la suite. Donc il y a moyen que je me relance vraiment dedans et que j'achète le tome 2 en anglais pour pouvoir connaître enfin la fin de cette duologie parce que ça fait au moins 6 ans que je l'ai lu. J'ai besoin de savoir la fin en fait. Un jour, il va peut-être falloir que je connaisse la fin. Voilà, en tout cas, un livre que j'avais trop kiffé. Peut-être qu'il va pas s'adresser à tout le monde. Je l'avais lu comme quand j'étais collège, fin collège, début lycée. Et j'avais trop kiffé à ce moment-là, mais quand je l'ai relu, je crois l'an dernier, j'avais moins accroché. Et je m'en suis arrêtée vraiment au début en plus. Là, il y a le marque-page. Donc bon, je vais retenter maintenant pour voir si c'est le niveau d'écriture qui me plaît pas, le récit en lui-même. Je vais voir. Mais je sais qu'à ma première lecture, j'avais vraiment beaucoup kiffé. I don't know. Enfin, dernier livre de cette série, il s'agit de numéro 2 de David Fuenkinos. On ne passe pas une vidéo sans David Fuenkinos, notre David national. Celui-ci est donc sorti aux éditions Folio au prix de... J'ai pas le prix. Désolée. Ce sera juste ici. Donc, numéro 2 de David Fuenkinos, ça parle de quoi? Imaginez donc le casting qu'a dû passer Daniel Radcliffe pour devenir Harry Potter. Vous imaginez, c'est un jeune enfant, il passe tous les castings, etc. Imaginez donc la vie de celui qui n'a pas été choisi. C'est donc l'histoire de ce livre-ci. David Fuenkinos, dans ce livre-ci, imagine la vie du deuxième acteur qui avait été choisi pour les auditions et qui, à la fin, n'a pas été choisi puisque c'est Daniel Radcliffe qui a donc été choisi pour jouer Harry Potter. Sauf que dans l'histoire, au moment où il passe aux éditions, ce jeune garçon, il a 10 ans, il a une dizaine d'années. Harry Potter n'a pas encore eu autant de succès que prévu. Et en fait, d'un coup, ça commence à popper. Avec les films, en plus, ça pop encore plus fort. Il entend partout les films. Il y a les nouveaux livres qui sortent. Tout le monde en parle. Vraiment, c'est un phénomène mondial. Et en fait, ce jeune garçon, il se dit, mais je suis passé à côté de ça. Parce que pendant toutes ces auditions, tout le monde lui a répété, mais tu as le physique parfait pour jouer Harry Potter. Tu as le rôle parfait. Enfin, vraiment, tu incarnes Harry Potter. Et en fait, lui-même avait lu du coup les livres. Parce qu'il s'est dit, si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Et en fait, il s'était beaucoup reconnu dans le personnage. Et la déception donc, quand on lui annonce que ce ne sera pas lui qui jouera ce rôle, eh bien, elle est immense. Et donc, ce livre traite du sujet qui est d'être le numéro 2, d'être le second choix, celui qui n'a pas été choisi. Et on va donc suivre l'histoire de ce jeune garçon qui va grandir pour devenir un adulte. Ce jeune garçon qui va fuir le phénomène Harry Potter, qui ne voudra pas sortir parce que le nouveau livre vient de paraître, qu'un nouveau film vient de paraître également, qu'il ne voudra pas du tout entendre parler de Daniel Radcliffe. En bref, ce jeune garçon qui va vivre avec cette phobie d'Harry Potter. Bien sûr, on ne parle pas uniquement de ça dans ce livre, même si c'est la thématique principale. On va également parler de sa relation avec sa mère et son père, qui du coup sont un couple divorcé, et de l'amour que lui il porte à son père. Et après de l'histoire entre sa mère et son futur beau-père, avec qui ça ne se passe pas très bien, et avec qui il vit très mal. Mais ne vous en faites pas, ce petit garçon va trouver sa rédemption et va réussir à trouver la paix avec Harry Potter. Voilà. Donc voilà, c'était donc ma présentation de livres en rapport avec mon prénom. Voici donc Roselyne Littéraire. J'espère que vous avez apprécié ces petites présentations rapides. Même si je suis navrée, j'ai plus du tout la mémoire de tous mes livres. Tant mieux pour moi parce que ça me permet de les relire. Malheureusement, je déteste relire un livre. Mais bon, dans tous les cas, c'est des livres dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, que vous pourrez retrouver à chaque fois là ou là, je sais plus trop, quand j'évoquerai le livre. Parce que j'ai souvent fait des vidéos qui étaient consacrées à ce livre aussi spécifiquement. Et puisque j'en parle très peu de temps après l'avoir lu, eh bien c'est tout frais dans ma tête et je vous donne mon avis sur le moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. A plus.